Je vais tout de suite laisser la parole à Maria van der Hoeven, qui est directrice exécutive de l'Agence internationale de l'énergie, ancienne ministre de l'Éducation et des Affaires économiques des Pays-Bas. Madame la ministre, va-t-on vers une massification des énergies renouvelables? Je crois que oui, on l'a montré aujourd'hui. Quelles en seraient les conséquences pour les économies des pays qui auront osé prendre le tournant? Je crois que c'est Cédric qui est en régie. C'est vous qui passez les diapos? C'est lui qui les passe? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis. Merci de votre invitation à conclure votre collègue annuel, un rendez-vous incontournable pour l'AIE. Où en sommes-nous avec les renouvelables? Quel est leur rôle pour la sécurité énergétique et la fourniture d'une énergie propre, économique et soutenable? Quel doit être leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique alors que s'approche le rendez-vous de décembre à Paris? Voici les questions que je souhaite évoquer brièvement parce que vous avez eu déjà une journée bien pleine et je devrais dire bien riche. Au plan mondial, notre perspective pour l'électricité renouvelable reste positive. La production d'électricité des renouvelables augmentera de 45% entre 2013 et 2020. Les renouvelables fourniront alors un bon quart de l'électricité mondiale contre 20% en 2030. Regardez l'année 2030. La marque bleue indique que les énergies renouvelables ont produit autant d'électricité que le gaz naturel, malgré la révolution des gaz de schiste, et 2 fois plus que le nucléaire, la marque rouge. Ces écarts vont continuer de se creuser. La production hydroélectrique est bien sûr la plus importante, mais désormais la croissance est d'abord le fait des autres technologies, solaires et éoliennes notamment, dont la production électrique a triplé en 7 ans et doublera entre 2013 et 2020. Mais est-ce assez? Le contenu en carbone du mix énergétique mondial ne change pas ou trop peu, trop lentement. Et dans les pays émergents qui prennent aujourd'hui la relève, c'est beaucoup plus facile car la demande d'électricité ne cesse de croître. Le renouvelable y compte pourtant pour seulement 1/3 de la croissance de la génération et d'électricité. Ce n'est donc pas assez. Il y a seulement quelques années, les renouvelables paraissaient trop chers, mais ce n'est plus une excuse. Il y a en réalité des barrières non économiques, en particulier une fréquente difficulté d'accéder au réseau. Et en même temps, dans l'OCDE et surtout en Europe, le déploiement des renouvelables ralentit. Une croissance économique faible, une demande d'électricité stable ou même décroissante, comme en Europe, soulève de fait un vrai défi. Pour faire de la place aux renouvelables, il faut remplacer des moyens de production existants. Et les renouvelables comptent quand même pour 80% de l'électricité à partir de capacités nouvelles dans l'OCDE. Les motivations ne font pourtant pas défaut. Aujourd'hui, en Europe, nous nous préoccupons surtout de notre approvisionnement en gaz et notre production décline inexorablement et nous sommes trop dépendants du gaz importé. Nous devons agir plus fortement, notamment en unifiant le marché européen du gaz. Mais ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la baisse de la production européenne de gaz entre 2005 et 2014, 62 milliards de mètres cubes, a été compensée par l'augmentation de la production éolienne, solaire et bioélectrique, 390 TWh. D'ici 2020, nous prévoyons que ces mêmes énergies renouvelables et la biomasse vont ajouter encore au mix énergétique européen 200 TWh d'électricité et 320 TWh de chaleur.
Ce qui relance l'espoir, c'est la baisse des coûts qui nous surprend souvent par son ampleur et sa rapidité. En 2014, les mises aux enchères pour des capacités photovoltaïques ont donné des résultats remarquables. En novembre dernier, le plus bas prix pour du solaire photovoltaïque sans subvention a été atteint à Dubaï pour une centrale de 200 MW qui entrera en service en 2017, à moins de $600 des États-Unis par kilowattheure ou $60 par mégawattheure. Et à ce prix-là, le photovoltaïque est compétitif avec des nouvelles centrales à gaz à un prix de $4,5 le million de British Thermal Units. Donc on le voit, l'éolien et le photovoltaïque ont désormais des coûts très proches des combustibles fossiles. Les développeurs peuvent signer pour 15, 20 ou 25 ans, c'est-à-dire qu'on sait que ce coût n'augmentera pas pendant tout ce temps-là. On ne peut pas en dire autant des combustibles fossiles. Et pour les développeurs, un contrat d'achat sur 10, 15 ou plus permet des conditions de financement favorables, l'autre condition de la compétitivité. Bref, c'est du win-win, et même win-win-win, si l'on tient compte des bénéfices pour le climat et l'environnement. Donc, ce qui pourrait limiter la croissance des renouvelables, ce n'est plus tellement le coût, c'est plutôt la capacité des systèmes électriques à intégrer beaucoup d'énergie variable. Un certain nombre d'exemples montrent qu'on peut déjà aller assez loin, beaucoup plus qu'on ne le pensait qu'il y a seulement quelques années. Mais pour cela, il faut transformer nos systèmes électriques et cette transformation a 3 dimensions. Il faut d'abord des renouvelables variables aussi compatibles que possible avec le système. La technologie peut y contribuer, à l'exemple des nouvelles éoliennes surtoilées dont le productible est bien plus régulier. Il faut aussi assurer une bonne diversité géographique et compter sur la complémentarité des ressources diverses. Le bon mix d'éolien et de solaire n'est pas le même partout. Il faut ensuite améliorer les opérations, la prévision et surtout la réactivité des marchés. Et il faut enfin investir dans la flexibilité, la réponse de la demande, les réseaux, la génération flexible et le stockage. Nos points faibles en Europe, ce sont les interconnexions et l'intégration des marchés. Il faut notamment mieux raccorder à l'Europe continentale 4 péninsules électriques. C'est le Royaume-Uni, les États baltes, le sud de l'Italie et la péninsule ibérique. La capacité actuelle entre la France et l'Espagne va doubler à la fin de la semaine prochaine, comme nous l'a dit le Premier ministre Valls ce matin, avec la mise en service d'une ligne nouvelle à courant continu, approchant ainsi 3 gigawatts. Mais, chers amis, il en faudrait 3 à 4 fois plus, selon le réseau européen des transporteurs et d'électricité, pour optimiser le déploiement de renouvelables. Et à ces conditions, notre étude publiée l'an dernier, The Power of Transformation, montre que les coûts de système liés à l'introduction d'une part importante d'éolien et de solaire photovoltaïque peuvent rester maîtrisés et que les coûts totaux des systèmes électriques ne seront pas forcément plus élevés que si nous perpétuons le mix actuel et peut-être même inférieurs à long terme. J'en arrive à la question brûlante du dérèglement climatique. Vous m'avez souvent entendu dire qu'il n'y a pas une solution unique, qu'il faut utiliser un portefeuille d'options. L'efficacité énergétique, les renouvelables, le nucléaire et la capture et le stockage du CO2. Je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui au prétexte que je suis devant vous. En revanche, je dois reconnaître que l'efficacité énergétique d'abord, les énergies renouvelables ensuite, vont ensemble apporter la grande majorité de réductions d'émissions nécessaires, presque 80%
comme vous pouvez voir ici. Et peut-être même plus en fait. Si le nucléaire et la capture du CO2 ne peuvent pas se déployer assez vite, notre scénario haut renouvelable montre que les renouvelables peuvent en partie les remplacer. Et dans nos modèles, cela ne coûterait que 3% plus cher. Et notre étude Perspectives technologiques de l'énergie montre que les efforts d'investissement en matière d'économie d'énergie et de renouvelables sont rentables à terme, les économies l'emportant sur les investissements. Alors lutter contre le dérèglement climatique est une option sans regret. Mais il y a des résistances, car il y aura des gagnants et des perdants. Les renouvelables sont de plus en plus compétitifs et les Européens, certains plus que d'autres, payent le prix d'un déploiement précoce qui visait à faire baisser les coûts. Et d'un point de vue global, cette stratégie a fonctionné. Il faut maintenant engranger les bénéfices aussi en Europe. Et la double exigence de sécurité d'approvisionnement et de décarbonisation doit nous conduire à tout faire pour faciliter le déploiement des renouvelables. La compétitivité nouvelle des renouvelables ne signifie pas que les décideurs politiques n'auraient plus de responsabilité à cet égard. Au contraire, il faut définir des politiques à long terme. L'Europe de l'électricité doit être le creuset d'un marché intégré, fortement interconnecté, marchant vers les énergies décarbonées. Il nous faut repenser les marchés de l'électricité pour que ceux-ci, tout en délivrant d'utiles signaux de court terme, permettent de financer des investissements importants qui ne sont rentables qu'à long terme. Et ensuite, nous devons saisir l'opportunité des prix du pétrole modérés pour éliminer les subventions aux combustibles fossiles, encore importantes dans de nombreux pays. Et au contraire, introduire de vrais prix du carbone par des taxes ou des marchés de permis d'émission à repenser en Europe. Enfin, et peut-être surtout, les efforts d'investissement visant à relancer la croissance économique, le plan Juncker, l'augmentation du bilan de la Banque centrale européenne, doivent être dirigés vers des investissements rentables, sûrs et utiles, en particulier les réseaux électriques, les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Ainsi investi, cet argent ne risquera pas d'alimenter de nouvelles bulles spéculatives. Alors, Monsieur, Mesdames, l'Europe sera vraiment exemplaire à Paris, ici, en décembre. Je vous remercie de votre attention. Mes chers amis, vous avez vu que nous avons tenu les performances de qualité du début jusqu'à la fin. Je voudrais chaleureusement remercier Maria van der Hoeven pour cet exposé qui était particulièrement enthousiasmant et plein d'enseignements. On a parlé du prix du carbone du début à la fin de ce colloque. Je voudrais très rapidement remercier tous ceux sans qui ce colloque n'aurait pas été possible. Donc d'abord les sponsors, dont vous avez les logos à l'écran. Donc je vais les citer: Areva, EDF, GDF Suez, Total, Alstom, la Compagnie nationale du Rhône, Dalkia, PV Cycle et Siemens. Nos partenaires traditionnels, un qui est traditionnel en tout cas, qui est l'ADEME, et un nouveau partenaire donc, qui est le réseau des régions mondiales pour le changement climatique, donc le R20. Nos partenaires presse qui sont Enerpress, Green Univer,
le journal de l'environnement, Les Échos et le groupe France Média Monde avec ses diverses chaînes de radio et de télévision. Et donc pour terminer cette journée, je voudrais juste vous dire que notre prochain rendez-vous se tiendra donc pendant la conférence climat. Je ne peux pas encore vous dire exactement quand ni qui seront les partenaires. Il y aura en tout cas l'IRENA avec laquelle donc, nous avons décidé de monter cet événement. Ce qui veut dire que notre colloque annuel en 2016 n'aura pas lieu en février, mais plus tard. Donc on vous communiquera la date en son temps. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette journée. J'espère que vous en avez tiré beaucoup d'enseignements. Merci à tous. Attendez, j'ai oublié dans mes remerciements, d'abord l'animateur, Philippe Rocher, je pense que vous pouvez l'applaudir. Et bien entendu, toute l'équipe de permanents du syndicat, sans lequel jamais on ne pourrait réussir un tel événement. Merci à tous.